rééquilibrage pour que les formations de concepteurs de demain, elles puissent bien être rééquilibrées entre le rôle de concepteur et le rôle de formateur. Et puis, on va rentrer sur un schéma, alors c'est lié aussi à la crise, mais ce n'était pas lié que à la crise, où on va probablement faire un peu plus de distanciel et utiliser tous les outils comme on l'utilise ce matin, pour pouvoir un peu dynamiser et accélérer le nombre de gens qui restent à former en termes de formateurs, notamment pour ceux qui ont fait des passerelles, qui doivent se former 3 jours, à la fois pour le niveau de concepteur et à la fois pour le niveau de formateur accompagnateur. Mais sur le formateur accompagnateur, on a aujourd'hui pas mal de retours d'expérience assez intéressants et positifs sur différentes petites variations qui ont pu être faites à gauche, à droite en France. Et l'idée, c'est de capitaliser les meilleures choses qui sont faites à gauche, à droite, pour vous donner à l'horizon 2021, peut-être fin 2020, mais je ne voudrais pas m'avancer, sur une rénovation, toujours en respectant le référentiel, pour pouvoir arriver sur une formation encore de meilleure qualité par rapport à ça sur ces deux domaines de formateur accompagnateur et de concepteur. Voilà, merci, bonne continuation à vous, et puis à très bientôt et à votre disposition. Merci beaucoup William, très bonne journée à toi. Maintenant, je vais donner la parole à Benoît Rousseau, donc qui est bien à l'ENSOSP. Excuse-moi Benoît si j'ai soufflé tout à l'heure. Donc, je sais que vous menez en ce moment une réflexion sur l'évaluation au sein de l'ENSOSP, et je te propose de nous en faire part. Donc, je te laisse la parole et la main sur le partage d'écran si besoin. Oui, en espérant que la communication nous permette de rester en ligne, parce que dès que je mets la vidéo, ça merdoie un peu, mais bon, on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, pof. Est-ce que la présentation est visible par tous? Je te confirme, Benoît, qu'on est sur la première slide, l'évaluation des compétences. On n'est pas en diaporama. Là, maintenant, on est en diaporama. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, l'école est engagée depuis de nombreuses années dans une évolution de ses pratiques, un peu tout azimut au départ, mais les choses se structurent un petit peu comme partout en France, en fait, à travers les échanges de pratiques et puis à travers les différents travaux de recherche et développement que la communauté des sapeurs-pompiers élargie mène à droite et à gauche. Et je pense que ça, c'est une véritable richesse qu'il faut qu'on arrive à capitaliser. Parce que William parlait tout à l'heure de diversité d'approches en France. C'est effectivement l'objectif premier, nous semble-t-il, c'est de créer un collectif de travail au sens psychosocial, c'est-à-dire des gens qui partagent une même culture, un même sens de la formation, un même vocabulaire. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'école. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'école, c'est à peu près 3 à 4 000 personnes qui passent nous voir chaque année. Alors ça peut être sur une journée, ça peut être sur 1 an et demi, selon les parcours. Et c'est un peu plus de 1100 intervenants avec 70% d'entre eux des formateurs accompagnateurs et le reste ce sont des experts dans des domaines très spécifiques ou très pointus. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du mammouth à faire avancer. Mais les choses avancent bon an, mal an. Et là, en ce moment, donc nous sommes comme tous sur l'élaboration de nos référentiels internes, sachant que les référentiels nationaux concernant les officiers de sapeurs-pompiers ne sont pas tous sortis, puisque viennent de paraître uniquement ceux qui concernent les lieutenants et les capitaines professionnels. Mais c'est une base de travail quand même qui représente, pour nous, c'est une charge qui représente 80% de notre activité. Donc, ça nous permet d'avancer. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de partager l'esprit dans lequel nous travaillons en s'appuyant sur une petite présentation
Alors, oui, Benoît, Et je ce te n'est... fais juste Oui, un petit aparté technique. En fait, oui, certains voient ton PowerPoint, d'autres ne le voient pas, hein. Il doit y avoir des questions de débit. Donc, simplement, ouais. si à l'oral, tu veux bien détailler les slides pour ceux qui n'ont pas la chance de voir le PowerPoint. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je te le renverrai, je t'enverrai la mise à jour, comme ça on pourra le partager sans problème. Et puis bah, derrière, si besoin de précision, on pourra échanger individuellement avec qui le souhaite. Alors, l'idée en fait, c'est de mener une réflexion sur ce que c'est que l'évaluation et à quoi ça sert, et plus largement, euh, que veut dire accompagner quelqu'un dans le développement de ses compétences. Donc, la première réflexion que je propose de partager, c'est la relation entre activité, compétences, performance. William l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. C'était quelque chose que lorsqu'on a écrit les référentiels nationaux des acteurs de la formation, c'était des mots qui étaient encore très flous pour beaucoup de gens, mais les choses s'affinent, et donc je vous propose de partager ces éléments-là. Donc, de considérer que l'activité, c'est le moteur de l'agir en situation, c'est-à-dire que entre ce que je dois faire, qu'on pourrait appeler le travail prescrit, bien que je n'aime pas trop ce terme-là, et ce que je fais réellement, qui pourrait être appelé le travail réel, bah, au milieu, il y a un être humain avec toute sa complexité, qui bah, cherche à trouver des solutions par rapport à la situation à laquelle il est confronté. Et donc, à une famille de situations de travail X, bah, il y a un moteur qui mobilise des compétences X qui sont liées à cette activité. Et donc ça, c'est le premier élément culturel, finalement, l'élément fondamental autour duquel on va tourner au cours de cet échange. Donc, si je reprends notre schéma, en fait, pour un emploi, bah, il y a différentes familles de situations, donc différentes activités, et on peut introduire par là la notion de bloc de compétences telle qu'elle a été pensée par le législateur, puisque en fait, un bloc de compétences correspond à une famille de situations et donc une activité. Et donc, sur ce schéma que je présente là, en fait, on peut identifier bah, différentes activités selon l'emploi. Si je prends l'emploi de chef de groupe, par exemple, bah, c'est le chef de groupe qui commande une opération de secours, c'est le chef de groupe qui est dans un PC, c'est le chef de groupe qui part en reconnaissance seul, etc. Donc il y a 5 activités qui ont été identifiées, donc 5 blocs de compétences. Et on va retrouver en fait dans ces différentes situations de travail la mobilisation des compétences qui sont propres à l'activité, donc les compétences qui sont plutôt typées métier. Si je prends l'exemple là sur la famille de situation Y qui est en jaune, ben on va retrouver le bloc de compétences Y qui est spécifique à cette activité-là, mais on va retrouver également les blocs de compétences transversales que j'ai mis en gris sur ce schéma-là et qui viennent interfacer en fait pour créer le mouvement, pour créer l'action. Et donc si on change de famille de situation, si je prends la famille de situation Z par exemple, qui est en fond vert, ben, on va retrouver encore une fois les blocs de compétences propres en vert, mais on va retrouver encore une fois les blocs de compétences gris, etc., etc. Et puis viennent un peu interagir dans tout ça d'autres éléments qui sont apparus dans nos référentiels, qu'on a appelé les éléments de compétences. En fait, on s'est beaucoup interrogé sur la manière de rédiger ça, puisque quand on a écrit la définition de la compétence, on a dit que c'était la mobilisation de ressources, et quand on a écrit les référentiels, on a marqué éléments de compétence. Mais en fait, les ressources, ce sont les éléments de compétence, ou les éléments de compétence, ce sont les ressources. Bref, c'est ce que l'individu emmagasine en lui à travers sa vie, à travers son expérience, et qu'il des sortes de capacités, de potentiel d'action qu'il est susceptible de mobiliser ici ou là. Je ne rentrerai pas dans un débat sur les neurosciences, bien que, de mon point de vue, ça devrait faire l'objet peut-être d'un débat, parce que c'est probablement la clé de lecture de tout ça. Bref, l'individu a emmagasiné au cours de sa vie un certain nombre de ressources qu'il va mobiliser, ou pas d'ailleurs, en fonction des situations. Alors ça, ce sont ses ressources internes, mais il va utiliser aussi des outils diverses et variés, qui sont les ressources externes disponibles autour de lui lorsqu'il doit agir.
Alors, concevoir l'évaluation des compétences, pour nous, c'était répondre à 3 questions. Et donc, je reviens sur des échanges qui ont eu lieu tout à l'heure sur l'attendu après formation. En fait, on a choisi d'utiliser différents mots de vocabulaire un peu différents pour, là encore, partager une même culture et tenter d'objectiver les choses. Déjà, à partir des situations de travail. Quelles situations de travail devons-nous choisir pour bâtir un dispositif de formation et donc, du coup, l'évaluation qui va avec? Quels sont les critères à partir desquels on va pouvoir évaluer et dire qu'à un moment, l'individu va être capable de travailler en autonomie? Et quel est le degré de développement recherché? Je reviendrai sur cette notion de degré de développement un petit peu plus tard. William a utilisé tout à l'heure le mot performance. La performance, je vous propose d'utiliser la définition de Pierre Pastré, qui dit que la performance, c'est l'observation de l'expression des compétences. Donc en gros, c'est le produit fini. Si on demande à un pâtissier de faire une tarte aux fraises, on est capable de définir les critères de qualification de la tarte aux fraises, et donc le produit fini. Et donc forcément, s'il nous sort une compote à la rhubarbe, on pourra faire la différence entre la performance atteinte et la performance attendue. Ces performances, cette notion de performance, en fait, dans les référentiels, ce sont les savoirs agir. Parce que le terme performance faisait peur, parce que dans notre culture française, la notion de performance est associée à la compétition, alors que la performance au sens des sciences de l'éducation, qui a une connotation quand même très très forte anglo-saxonne, la notion de performance, en fait, ça vient de perform, c'est-à-dire de faire en situation, tout simplement. Donc, quelles sont les situations de travail à partir desquelles on va travailler? C'est à partir de l'analyse du travail réel des équipes sur le terrain. Ce sont les situations emblématiques. Alors, pour ce qui nous concerne des chefs de groupe en France, et là, ça a été un débat intéressant, si je fais le lien avec les compétences des concepteurs de formation, dans le référentiel national, ça fait partie de notre job d'analyser le travail des équipes sur le terrain pour en extraire le travail réel et pour pouvoir adapter les parcours de formation. Et c'est notamment l'occasion là d'identifier les situations sur lesquelles on va faire travailler les gens. Donc, pour le chef de groupe, par exemple, on a identifié 8 typologies de situations de travail. Alors, je vous donne des exemples, les incendies de structure, le surcours d'urgence aux personnes, les risques naturels, etc., etc. Parce que bien qu'il y ait des compétences qui soient communes à l'ensemble de ces domaines d'activité, ou des ressources, pardon, qui soient communes à l'ensemble de ces domaines d'activité, il en existe quand même des spécifiques à partir que les gens vont mobiliser ou pas en fonction de la situation. Et puis, il y a les risques locaux qui sont spécifiques au territoire et qu'on souhaite intégrer. Donc là, on s'interroge sur la manière de le prendre en considération, sachant qu'à l'école, on n'a pas vocation à répondre à la problématique de chaque risque local sur le territoire national, parce que sinon, il faudrait 10 ans de formation pour accompagner tout le monde. Et donc, les critères sur lesquels nous sommes partis, pour l'instant, ce sont les savoirs agir du référentiel national. Alors, jusqu'où aller en formation et à partir de quel moment la formation est-elle validée? Là, je vous propose d'aller vers deux notions qui nous viennent de Jacques Tardif, qui est l'un des scientifiques internationaux qui fait consensus sur toutes ces questions-là, et lui qui a mis en évidence la notion de trajectoire individuelle de développement, puisqu'on a chacun notre propre vie, c'est le principe de formation tout au long de la vie, où on fait nos choix, nos propres choix, qui sont dictés ou pas par les autres, mais en tout cas, on a notre propre trajectoire, mais on a aussi à travers cette trajectoire des degrés de développement des compétences. Et ce degré de développement des compétences, Jacques Tardif l'explique très très bien, c'est que avant de pouvoir faire une tarte aux fraises, par exemple, peut-être faut savoir ce que ce sont des fraises ou ce que c'est une tarte pour illustrer. Et donc ce degré de développement de compétences, en fait, il est primordial puisque c'est lui qui va dimensionner l'action de formation et c'est lui qui va déterminer finalement les modalités d'évaluation. Donc,
Si je reviens un petit peu en arrière, c'est j'identifie les situations de travail, c'est ce que nous avons fait pour le chef de groupe. 2, nous avons identifié le degré de développement des compétences. Je reviendrai un petit peu plus loin sur le degré attendu en fin de parcours. Et ça va nous permettre en fait de créer le dispositif de formation qui tient compte de la vie d'avant de l'individu, qui tient compte de ce qu'on va pouvoir lui proposer en termes d'alternance d'activités d'apprentissage et qui tient compte de la formation tout au long de la vie dans sa vraie vie. Je reviens sur le débat du rôle des ACPRO sur l'animation de certaines activités d'apprentissage dans le cadre de la formation de maintien des acquis, la formation continue au sens large. Et là, donc, oui, la trajectoire individuelle qu'on voit là, qui est finalement l'espèce de courbe que prend l'individu, et puis ce degré qui est ici. Donc ça veut dire qu'accompagner dans le développement des compétences, c'est accompagner le développement de l'activité, par conséquent aider l'individu à devenir plus performant. D'ailleurs, la communauté scientifique autour des sciences de l'éducation commence à remettre en question la notion de compétence. Mais bon, c'est pas le débat aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on le garde dans un coin de notre tête, parce que cette notion de compétence, en fait, elle aurait tendance probablement à enfermer un tout petit peu la communauté qui tourne autour de ces questions-là. Donc j'ai essayé de schématiser les choses de manière assez pragmatique. Si on souhaite atteindre un niveau de performance qui permet à un individu de faire une course, ben on va le prendre dans l'état dans lequel il se présente à nous, on va pouvoir faire un diagnostic, on va pouvoir mesurer un certain nombre de performances. Alors là, j'ai pris l'exemple de la voiture pour illustrer cette notion de performance. La performance, ça peut être la consommation, ça peut être la tenue de route, ça peut être le bruit, ça peut être la puissance, etc. etc. Et ça permet du coup de savoir jusqu'où on veut aller et sur quoi on va pouvoir travailler avec l'individu pour arriver au résultat qui est défini. Alors, pour ça, on a des leviers. Et on vous propose du coup d'échanger sur le fait que la performance est associée à trois principaux leviers de la formation. Alors je sens Fabrice Ricoire qui sourit dans son coin quand il voit la phrase de ce qui rend complexe la situation. En fait, les trois leviers de la formation, c'est la complexité de la situation professionnelle, c'est l'autonomie pour y faire face, et c'est les moyens qu'on met à disposition de l'individu. La complexité de la situation professionnelle, c'est chercher à identifier les ingrédients de ce qui rend complexe la situation, ce qui fait problème. Et là, pour le coup, nous avons intérêt à partager peut-être des outils d'analyse d'activité, Fabrice y reviendra tout à l'heure, qui permettent de mieux comprendre en fait ce qu'est une situation de travail et ce qui rend la situation de travail complexe, et ce sur quoi on va pouvoir travailler avec l'individu. Donc ça, c'est l'analyse de l'activité réelle sous différents prismes, et j'insiste bien que je pense qu'il n'y a pas de prisme meilleur qu'un autre. Je pense que tous ces prismes sont complémentaires et que nous avons intérêt à creuser dans ces différents volets. Alors l'autonomie, pour y faire face, c'est la relation formateur-apprenant-pair, et par rapport à notre collègue du 51 tout à l'heure, est-ce que ton gars, tu partirais en intervention, tu le lâcherais partir en intervention ou tu partirais en intervention? La question, en fait, elle tourne autour de tout ça. C'est d'abord l'apprenant, est-ce qu'il se sent prêt à partir? Est-ce que toi, formateur, est-ce que tu le laisses partir? Et est-ce que ses pairs veulent partir avec? Et c'est tout cet ensemble-là qui devrait nous conduire à identifier finalement des critères d'autonomie dans l'évaluation. Et puis les moyens mis à disposition, l'objectif, c'est de partir des moyens réellement mis à disposition des acteurs de terrain, là aussi par l'analyse de l'activité réelle. Et pour vous donner un ordre, enfin une illustration par rapport à la formation de chef de groupe, c'est tenir compte du fait que une intervention incendie de structure sur 3 aujourd'hui en France, le premier engin pompe qui se présente, ce n'est pas un fourgon à 6. Et donc ça, c'est la réalité d'un tiers, si on imagine qu'il y a un chef de groupe à chaque voyage. Un tiers des interventions où un chef de groupe intervient en incendie de structure, son premier engin pompe, c'est pas un engin à 6 complet. Or, aujourd'hui, dans la formation des chefs de groupe, pour tous ceux qui connaissent le plateau technique de l'ENSOSP, c'est systématiquement le premier engin pompe, un engin à 6. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de la réalité du terrain et de se rapprocher finalement de ce qu'on a écrit dans la doctrine, parce que là aussi, il faut faire le lien avec la doctrine.
l'objectif de la doctrine aujourd'hui, c'est de dire que on doit pouvoir piocher des possibles par rapport à une situation donnée, et c'est bien la situation de terrain qui va conduire notre action et dans laquelle je vais pouvoir mettre en œuvre tout ou partie de la doctrine. Alors voilà un exemple de grille sur laquelle nous travaillons pour le moment. Alors je reviendrai tout à l'heure sur cette philosophie de grille, puisque je parlerai des travaux européens RecTech et RecTech+. C'est la notion d'échelle de performance, en fait. Là encore, à partir des travaux de Pastré, parce que Pastré dit que la performance, en fait, on peut être performant selon 4 critères. Premièrement, c'est de la chance. Deuxièmement, ça peut être du mimétisme, je fais comme mon copain. Troisièmement, j'applique des procédures, je ne cherche pas à comprendre, mais j'applique des procédures. C'est-à-dire qu'on me dit, voilà, quand c'est blanc, tu fais comme ça, quand c'est noir, tu fais comme ça. Ben, je ne cherche pas à comprendre, et quand c'est gris, par contre, j'ai du mal à m'adapter. Et puis la quatrième... le quatrième critère, c'est l'intelligence de situation. C'est-à-dire que je sais adapter les outils en fonction de la situation et je sais en gros m'adapter. Et ben, on peut retrouver, c'est ce que on a essayé de faire à travers cette grille de lecture pour déterminer finalement des critères qui permettent d'objectiver l'évaluation et permettre finalement de faire rentrer dans les cases, alors qui disparaîtront un jour ou l'autre, hein, cette notion d'acquis en cours d'acquisition ou acquis, j'en parlerai aussi peut-être dans une minute ou deux. Ça va, de notre point de vue, ça va disparaître dans le temps au profit d'échelles de développement des compétences. Donc je rejoins la notion de degré de développement des compétences que j'ai évoqué tout à l'heure, à travers ce genre de critères. Voilà. Et le levier de la formation, finalement, ce sont les leviers du formateur qui va pouvoir jouer soit sur la complexité de la situation, soit sur l'autonomie de l'apprenant, soit sur l'évolution des moyens. Tout ça faisant finalement la réalité de la situation de travail par rapport à ce qu'on a identifié au départ. Alors les outils de l'accompagnement et de l'évaluation qu'on a développés à travers ça, que nous sommes en train de développer à travers tout ça, c'est avant tout un livret d'accompagnement présentant le parcours. L'idée étant de dire qu'à partir du moment où l'individu est identifié pour devenir chef de groupe, donc nous pensons que c'est dès le recrutement ou dès la nomination, il doit avoir connaissance ou accès en tout cas à la manière dont les choses vont se dérouler, tant sur le niveau de performance attendu que sur qui va l'accompagner, comment, le parcours, etc., etc. C'est la mise en place d'un memento opérationnel que l'on expérimente depuis 3 ans déjà, qui est finalement un recueil de connaissances et qui nous permet de tracer les apprentissages, partant du principe que chacun dans nos parcours de formation sommes allés développer nos connaissances en fonction de nos vrais besoins. Donc l'idée, c'est de vraiment développer ce concept-là. Et puis, ce sont des outils un peu plus institutionnels que sont le bilan de compétences et le projet d'apprentissage dès le diagnostic. Ce sont des fiches d'évaluation par activité, donc des fiches d'auto-évaluation post-action, à partir de ce que j'ai produit et l'état des compétences en jeu, je vous montrerai un exemple. Et puis surtout, ce dont j'ai besoin pour continuer à me développer, puisque l'idée, c'est vraiment de co-construire avec l'apprenant son parcours d'apprentissage. Et puis, c'est en fin de parcours le bilan des compétences et le plan d'action pour s'inscrire dans une trajectoire de formation tout au long de la vie. La place de l'auto-évaluation accompagnée dans tout ça, c'est repartir de notre schéma d'activité. Et là, je vous invite à lire du Jean-Claude Coulet, qui est, et s'il faut, j'ai un article particulièrement centré sur ce débat-là. C'est partir du principe que l'individu, quand il agit, en fait, l'activité, elle a double sens. Elle a un sens de production, donc c'est ce que je fais. Et donc ça se mesure à travers la performance atteinte, ça s'évalue à travers l'auto-évaluation, c'est-à-dire quels que soient les outils utilisés pour évaluer les compétences en jeu, mais l'activité aussi, elle permet de se construire, de continuer à se construire. Je prends l'exemple du vous épluchez un légume avec un couteau avec la lame à l'envers, vous n'allez pas continuer à éplucher tout le légume avec la lame à l'envers, c'est qu'à un moment, l'une des particularités du cerveau humain, c'est qu'il est capable de réfléchir à ce qu'il fait, il a la conscience du passé, du présent et de l'avenir, et donc on va modifier notre geste pour faire mieux, soit tout de suite, soit plus tard. Et donc c'est ce côté-là de l'activité constructive, en fait, hein, le terme scientifique, c'est celui-ci, c'est ça qu'on va essayer de porter et qu'on va essayer d'accompagner à travers
à travers nos méthodes. Donc, c'est aider l'individu à explorer son activité. Donc là, pour le coup, on a plusieurs modèles utilisables. Et c'est co-construire avec lui les prochaines activités apprenantes. Là, une toute petite parenthèse par rapport à ce qu'on observe ici ou là, c'est que créer une mise en situation ou créer un atelier pédagogique, c'est pas pour se faire plaisir, c'est bien pour répondre à un besoin de l'individu. Or, on s'aperçoit que parfois, on revient dans nos anciens travers parfois. Hein, c'est pas du tout comment dire, une vérité absolue, mais ça arrive. C'est que on se fait plaisir avant de rendre service à l'apprenant. Voilà. Et puis, c'est tracer les apprentissages parce que et pour l'individu, pour qu'il puisse savoir où il en est, mais aussi pour l'institution, pour savoir où en est le développement de ses compétences. Alors voilà des exemples. Je ne sais pas si c'est lisible en fait, parce que j'ai essayé de faire rentrer ça sur une seule page. En fait, les fiches d'auto-évaluation post-action, elles ont cette tête-là, c'est-à-dire que premièrement, dans un premier temps, donc sur la partie gauche de l'écran, on fait réfléchir l'individu à ce qu'il a produit par rapport au savoir agir. Donc on a pris les savoirs agir du RNAC. Hein, comme ça, ce sera l'occasion de les faire bouger si toutefois on s'aperçoit qu'ils ne sont pas rédigés comme de manière optimum. Et puis, c'est d'expliciter son choix. Est-ce que je suis plutôt d'accord avec le fait que j'ai créé les conditions permettant de motiver, fédérer ou valoriser les personnes de service ou du CIS, par exemple. Et à partir de cette première réflexion sur ce que j'ai produit, c'est dans un deuxième temps d'aller explorer les compétences en jeu, en explicitant et en définissant surtout les actions que je souhaite engager. Donc ça, c'était la fiche post-action. Et puis ça, c'est un exemple de fiche bilan des compétences où en fait, on va retrouver le même principe avec l'analyse des savoirs agir en situation d'une manière globale. Et puis surtout, un état des lieux des compétences en fin de parcours avec le plan d'action qui va avec. Alors, quelques perspectives par rapport à tout ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une dynamique à l'échelle de la formation au sens large, avec une convergence vers une représentation commune. Hein. William parlait tout à l'heure de la nécessité de partager culturellement une même représentation des choses. Nous avons la chance avec l'ENSOSP d'être dans différents réseaux professionnels autour de la formation, et on s'aperçoit que petit à petit, il y a quand même un consensus qui se fait. Et juste une petite parenthèse pour dire que la communauté sapeurs-pompiers est aujourd'hui parmi les corporations, pour reprendre le terme de William, les plus avancées sur ces questions-là. Donc il faut aussi se tranquilliser et se rassurer sur le fait que c'est une évolution à l'échelle sociétale et qu'on n'est vraiment pas mauvais là-dessus, même si on a encore un peu de travail. C'est une communauté qui s'approprie de mieux en mieux la notion d'activité, des concepts qui tournent autour, les modèles, les outils d'analyse, parce que un certain nombre d'entre nous avons fait différents travaux de recherche que nous partageons pour essayer d'alimenter tout ça. C'est une manière de concevoir les documents de doctrine qui permettent de réduire l'écart entre l'activité prescrite et l'activité réelle. Hein, ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que le type de doctrine, aujourd'hui, si je prends l'exemple des incendies de structure, il n'est pas dogmatique, même si le terme doctrine l'est. À l'intérieur, en fait, encore une fois, on est sur un champ de possibles dans lequel on va pouvoir piocher pour faire. L'avenir, c'est une rédaction des compétences plus adaptées. Je pense a priori qu'on évoluera tout doucement vers des principes que notamment porte Jean-Claude Coulet, parce que nos compétences sont probablement encore très très marquées de notions de performance, ce qui peut rendre leur lecture difficile. C'est se rapprocher du dynamisme de l'individu qui agit, puisque l'activité c'est quelque chose de dynamique, et qui retranscrirait de manière vulgarisée la complexité de l'activité, parce que c'est bien là l'objectif. Hein, si je reprends ma Renault 4 de tout à l'heure, si je regarde ma Renault 4 de l'extérieur en me disant comment je la rends plus performante, ça va être compliqué. Par contre, si j'ai un petit peu de culture sur la mécanique, sur de la cinématique, sur de la tenue de route, ce genre de choses, ce sera plus facile pour moi de l'accompagner, de la faire évoluer. Et puis, c'est la disparition des critères acquis en cours d'acquisition et non acquis au profit d'échelles de degré de développement des compétences, hein, comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. Et ça, ce sont les travaux européens, travaux du RecTech et RecTech+. Ce sont des travaux qui sont suivis par le réseau des écoles de services publics. Et je vous invite à aller visiter la page. Vous tapez RecTech sur n'importe quel moteur de recherche et vous avez accès à leurs travaux. Et
ça permet de voir ce qui se trame au niveau européen pour faciliter la lecture des compétences et surtout de comparer les compétences d'un individu à l'autre dans le cadre d'un projet européen qui vise à rendre les gens mobiles, adaptables et surtout heureux. Voilà globalement les éléments que je souhaitais partager avec vous. Bien, merci, J'en ai merci fini. beaucoup Benoît pour cette intervention. Donc je te confirme bien qu'on est sorti du partage d'écran. J'ai pas vu de questions dans le chat pour le moment. En revanche, j'ai une petite main levée du côté d'Anthony. Je ne sais pas si c'était que tu avais oublié la main. Non, d'accord, ok. Alors moi, j'avais peut-être une question, Benoît. Tu parles de degré de développement de compétences. Or, quand aujourd'hui on est à l'écriture de nos RIOF, on a bien vu le schéma de la formation tout au long de la vie. Donc du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que dans nos RIOF, si on devait écrire des degrés de développement de compétences, on s'arrêterait au développement de compétences attendues en fin de formation ou plutôt faire rallonger ces degrés de développement de compétences pour l'imaginer toute la vie et notamment la personne expérimentée dans la fonction, la personne experte dans la fonction, qui ne sont pas forcément des personnes débutantes dans la fonction comme comme en fin de formation. Absolument, tu as raison. L'idée, c'est de créer des échelles de développement des compétences qui permettraient à la fois d'accompagner quelqu'un dans sa formation, mais également d'accompagner quelqu'un tout au long de la vie et de permettre aux managers notamment d'avoir des éléments tangibles, mesurables, qui permettent de réellement accompagner les gens au quotidien. C'est le sens du projet RecTech. Moi, je vous invite vraiment à aller lire ce qui s'y fait. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors oui, Anthony, le registre survivant vers débutant, vers fonctionnel, expert, virtuose, oui, on est sur ces questions-là, mais avec et c'est là qu'il va falloir qu'on soit pertinent, des choix de mots, de vocabulaire qui soient beaucoup plus proches de ce que produit l'individu et de ce qu'il est capable de faire en activité. Parce que je crois qu'il faut vraiment sortir de ces notions de virtuose, d'expert, qu'est-ce qu'on a d'autre comme de maîtrise, parce que si on reste sur ces mots, sur ces vocabulaires-là, on est encore dans une fausse notation en fait, parce que on a enlevé nos notes de 0 à 20, on a mis une grille finalement à 3 notes non acquis en cours d'acquisition ou acquis. C'est pas pour la remplacer par du survivant, débutant, fonctionnel, expert ou virtuose. Si je reprends ces mots-là, on est vraiment sur la rédaction de degrés de développement des compétences. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des gens qui savent très bien faire. Je pense à Tardif, je pense à Marianne Poumet qui est à l'université de Liège, et puis le projet RecTech qui a repris tout ça, en fait, qui s'est appuyé là-dessus pour travailler sur ces échelles de compétences. Ok, merci beaucoup pour cette réponse complète, Benoît. Alors, je vais prendre en direct la question de Laurent du 1077, que j'ai pas encore lu, je vais la lire en direct. Bonjour Benoît, question sur le degré, paramètres qualitatifs, quantitatifs ou les deux. Exemple, un apprenant chef d'agré qui rate ses premières MSP du parcours de formation présente des difficultés sur ses APP en lien et réussit sa dernière car il a un déclic. Alors, est-ce acquis, pas acquis? Est-ce qu'on est sur la chance? Alors, je te laisse rebondir peut-être sur cette. Ça, c'est la solitude c'est la solitude du formateur s'il reste dans une logique descendante. C'est-à-dire que si lui considère qu'il est le seul à
à définir si c'est validé ou pas, ou si c'est validant ou pas, il se heurte à ces questions-là. Par contre, s'il est dans une logique de co-construction et de co-évaluation avec l'apprenant, il y a de fortes chances. Alors, on peut imaginer que l'individu soit dans le déni et qu'il dise non, mais j'ai été complètement intelligent quand j'ai fait ça. Après, c'est là où l'auto-évaluation et les outils de l'auto-évaluation sont très importants. C'est qu'ils permettent d'objectiver ce qui s'est passé. Si je reviens sur les critères de performance de Pastré, on va vite identifier si c'est de la chance, si c'est du mimétisme, si c'est juste de l'application de procédure ou si ça s'appuie sur une véritable intelligence de situation. Et dans l'élaboration de ces critères, donc sur ces degrés, dans chacun de ces degrés, en fait, dans l'idéal, on devrait voir apparaître finalement les 3 composantes de la performance que sont la complexité, l'autonomie et les moyens mis à disposition. Voilà. Et si on arrive à chaque fois avec ces 3 critères à monter, à faire évoluer ce degré de développement, je pense qu'on aura quand même beaucoup plus d'objectivité dans l'accompagnement des individus. Très bien. Merci beaucoup, Benoît, pour cette intervention et ces remarques. En plus, on est vraiment sur des réflexions aussi sur l'avenir, donc toujours très intéressant. Maintenant, je vais laisser la parole peut-être à Anthony du 10-13 qui va un petit peu témoigner de la mise en œuvre de l'évaluation au sein de votre SDIS. Anthony, je te laisse la parole. Ouais, ok. Bon, j'ai Sandrine qui était venue, l'adjointe au chef de groupe en formation, qui était venue tout à l'heure, elle est repartie. Vous avez dû remarquer qu'elle a pris le clavier, elle lance un débat houleux sur un sujet où on a déjà eu une vision dessus. Bon, ça sera l'occasion d'en reparler. Sur les trucs, sur les critères d'évaluation, t'as le PowerPoint que je t'ai envoyé, Paul? Tout à fait, je suis en train de le mettre. Là, j'ai un petit memento. Est-ce que vous me confirmez juste que vous voyez bien à l'écran le memento évaluation? Tu le vois? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas de slide de PowerPoint sur. Il y a les 2 voies. Il y a les outils d'évaluation, donc tous les documents de traçabilité, d'accompagnement et d'évaluation, c'est ce que je présente avec ça. C'est un petit memento que j'ai filé au FORAC pour qu'ils sachent un peu la destination de tel document et tout. Après, sur les indicateurs de performance, les critères d'évaluation ou autres, j'ai pas de PowerPoint là-dessus, mais je les expliquerai au fur et à mesure qu'on va passer les documents sur l'utilisation, parce que ça a été assez compliqué avec nos formateurs et notamment par les passerelles CNFPT. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc dans le cas des documents, bon, il y a un peu tous les documents, mais déjà dans le processus, au niveau du diagnostic, là c'est un exemple sur le Chiavari tout engin, je crois, voilà, où on parle notion d'autodiagnostic, sur les constitutions diagnostiques, où ça commence le processus d'évaluation. On part sur la quasi-totalité des formations, à part les primo-accédants en équipier, sur les diagnostics qui sont composés à la fois de MSP cible, tel que c'est censé être dans le cadre d'un diag, et également sur des ateliers qui travaillent en 2 étapes. On part d'un atelier diagnostic qui a une visée vraiment technique sur les habiletés et les connaissances, sur les compétences détenues, les compétences qu'on a identifiées comme étant essentielles d'avoir une aisance dessus pour l'accès à l'emploi. Donc, compétences détenues vers la compétence visée. Donc, c'est des petits ateliers ou c'est une espèce de petits jeux où on met en situation d'un atelier, par exemple, en tant que chef d'équipe, et d'un seul coup, on lui demande de réfléchir dans le cadre d'un APP à une problématique de Chiavari tout engin pour un CATE. Et toute une série d'ateliers, plus les MSP cibles. Donc, ça fait des grosses journées diagnostiques actées là-dessus. À l'issue du diag, bien sûr, comme nos parcours sont séquencés avec une journée diagnostique, à l'issue, ils repartent avec l'autodiag et un plan d'action personnalisé par stagiaire. Et après, ils ont 1 mois de poursuite en FOAD et en accompagnement en CIS avec les ACPRO
pour commencer à faire la préparation, notamment sur les éléments de compétences en CIS et la réalisation du plan d'action par rapport au DIAG. Tu peux passer à la slide suivante. Après, toujours passant par le livret apprenant. Le livret apprenant qui est le document unique qui sert à effectuer toute la traçabilité. Donc dedans, il y a des autodiag intersessions, ce qui permet en milieu de formation, parce qu'on a un premier jet après de 4 jours en présentiel, avec des MSP où on travaille sur des MSP socle ou autres. Et après, ils ont une réinterruption d'au moins 15 jours à 3 semaines avant de repasser à la deuxième séquence, avec réalisation de plan d'action intersession, qui part sur un autodiag qu'ils font. Et eux, ils ont un vieux tableau de traçabilité. Voilà les MSP ou AVP que j'ai fait. Quelles sont les problématiques qui ont été rencontrées. Quels sont les besoins que j'exprime en tant qu'apprenant, ce qui permet, quand on a une discontinuité d'équipe pédagogique, qui est encore une autre problématique, au FORAC qui arrive le lendemain, qu'on pas suivi, de partir des livrets apprenants pour savoir à peu près comment je vais travailler dans la co-construction du parcours par rapport à ce qui a été relevé par l'apprenant hier. Malheureusement, ils ont du mal à être très affûtés dans le remplissage, dans l'utilisation de l'outil, c'est pas encore bien ancré, ils ont du mal. Voilà. Et au sein du livret apprenant, tout au long de l'action de formation, les fiches, ce qu'on appelle les évaluations formatives critériées, les fiches de suivi suite au MSP, qui sont co-remplies à l'issue de l'auto-éval accompagné après une post-action, sont intégrées et gardées par l'apprenant du début à la fin, de manière à ce qu'il puisse aussi repasser par ces fameuses fiches dans laquelle il aura ses indicateurs de performance, le résultat de ses performances par rapport au savoir-agir. Et là, dans le processus d'évaluation, on en a déjà parlé lors des indicateurs, la première visio, je crois. On est parti des savoir-agir, la porte d'entrée, première performance observable. Certains savoir-agir, à la demande de certains formateurs ou autres, ont été un peu subdivisés, mais un peu plus précisés. Donc, on les a subdivisés, ça peut arriver en quelques autres performances observables. Et face à ça, je laisse la main au formateur, accompagnateur avec l'apprenant pour que, à deux, il détermine du caractère efficace, même partiel, ou inefficace de l'action, ou non réalisée. Et ça reprend ce que Benoît a montré un petit peu quand il différenciait le non-acquis en cours d'acquisition acquis, la détermination de l'efficacité de l'action entre non réalisé ou non adapté, action inefficace, action efficace. Puisque d'une MSP à une autre, un coup, on va aller chercher, critérer une efficacité du fait de l'application réglementaire d'une procédure, mais sur notre MSP, on va partir sur la singularité, comment il a adapté une situation à laquelle la procédure n'était pas applicable quand on a complexifié. Et donc, j'allais pas faire une fiche de suivi par MSP, c'était imbuvable. Donc, le FORAC, co-construit avec l'apprenant, ils déterminent ensemble quels sont les critères qui amènent à une efficacité ou non de l'action. Donc, sur tout le processus d'évaluation, ça part beaucoup là-dessus. Mais ça permet aussi d'impliquer l'apprenant dans son processus d'évaluation, dans son processus, ça lui fait travailler en même temps de la détermination de ses critères de performance, ça le fait travailler en réflexivité. Enfin, voilà, c'est assez intéressant que les deux, le formateur et le stagiaire, déterminent les critères d'atteinte de la performance par rapport à la situation qui a été rencontrée et la problématique rencontrée. Et ça permet à l'apprenant aussi d'adhérer parfaitement au processus d'évaluation. C'est vraiment co-construit en plus du parcours de formation. Il faut me le dire si jamais je m'emballe un peu, parce que des fois, je me parle à moi-même et tout le monde ne comprend pas. Tu peux passer à la suivante, Paul. Donc là, c'est le petit détail. Je vous ai dit, en fin de première semaine, il y a un petit autodiag intersession, un petit plan d'action intersession pour le moment de pause. Comme ça, l'ACPRO, il continue à FOAD les agents avec une FOAD un peu plus poussée. Et l'ACPRO, il a dans un plan d'action intersession. Vas-y, suivante. En fin de formation, dans le processus d'évaluation, là, on arrive à l'auto-évaluation accompagnée de fin de formation. Alors, ça a été un gros arbitrage à faire entre qui est-ce qu'on passe dans entre guillemets de l'auto-validation, qui met la croix où, est-ce que c'est le formateur, est-ce que c'est après une discussion, est-ce que c'est l'apprenant. Très clairement, information dans le livret,
il y a une auto-évaluation accompagnée, c'est-à-dire que sur la discussion, l'apprenant, il se positionne. C'est lui qui décide de se positionner comme il veut. On peut guider sa main par le dialogue et tout. Néanmoins, il y a, à partir de là, cette auto-évaluation accompagnée va être prise, mais il y a un arbitrage final, un positionnement qui est proposé à la commission d'attribution des compétences par l'équipe pédagogique. Généralement, comme il y a une auto-évaluation accompagnée, ils sont à peu près identiques. C'est pas dans le dos de l'apprenant, c'est fait devant l'apprenant aussi. Donc, vas-y, slide suivante. Donc après, on a le livret apprenant qui accompagne l'apprenant tout au long de la formation. Une fois que la formation est finie, l'apprenant repart avec ce livret apprenant. Il y a son auto-évaluation qui est dedans. Il y a la proposition qui va être faite à la commission d'attribution des compétences, où on a fait 3 niveaux qu'on appelle S1, S2, S3. C'est-à-dire que S1, c'est plan de développement continu des compétences, le diplôme tombe, il peut agir en autonomie. S2 va nécessiter un complément de formation parce que on n'a pas pu le temps, on n'a pas pu valider toutes les compétences, que ce soit parce que l'apprenant a un peu plus son compétence, enfin un petit peu plus de formation. Et S3, où il y a beaucoup de compétences qui n'ont pas été validées, et dans ces cas-là, on va peut-être se réengager sur une action de formation. Personne ne peut être S3 à initio. S3, c'est automatiquement être passé par une voie de complément de formation pour poursuivre un processus de formation et d'évaluation. Et après, si ça ne va pas encore, on passera en S3 et on reprendra un processus après un plan d'action. Donc voilà, ce livret-là, c'est ce qui est présenté à la commission parce que tout propre, il y a l'avis d'équipe pédagogique, il y a l'avis de l'apprenant et signé par l'apprenant avant d'être transmis. Et comme ça, l'apprenant garde son livret, apprenant classique, en fin de formation, il le ramène avec lui. C'est-à-dire s'il y a il a une connaissance du plan d'action personnalisé ou plan de développement continu des compétences. Il peut le montrer à des accros pour dire voilà, il faudrait que je consolide ça. Voilà, chacun a son document. Il y a l'administratif qui a le document et il y a l'apprenant qui a son document qui va garder. C'est son livret, il a ses fiches, il a tout dedans. Et après, voilà, on est dans la phase de certification avec nos commissions d'attribution des compétences qu'on a mis en œuvre sur la totalité des formations dans la dynamique des référentiels. Donc, comme dit dans les RNE quand ils existaient. Et sinon, tant qu'à faire, toutes nos formations, on a créé en certificatif des commissions d'attribution des compétences avec des tableaux identiques. Et par exemple, pour les équipiers, c'est un tableau unique où on raisonne par bloc de compétences dans l'approche et on reprend le même tableau par bloc de compétences pour donner les acquisitions, quoi. Petit détail, on est parti aussi de ne pas faire apparaître non acquis en cours d'acquisition et acquis sur nos fiches de suivi. On est parti sur les critères d'efficacité ou pas, tout simplement parce que ça nous semblait incohérent. Un coup sur une compétence, je vais mettre acquis, et une fois d'après, quand j'ai complexifié mes MSP, ils se retrouvent en non acquis. Donc, ne pas avoir acquis quelque chose qui est acquis, on trouvait ça incohérent. Donc, le non acquis en cours d'acquisition et acquis, ça n'intervient qu'en fin de processus. On n'en parle pas en cours de formation, juste à cause de cette petite contradiction. Donc voilà, j'en ai terminé. Pour là, je crois qu'il n'y a plus de slides après, où c'est vrai que le PV de jury. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je n'ai pas suivi sur le chat. Bien, merci beaucoup Anthony pour cette intervention. Donc, est-ce qu'il y avait des questions vis-à-vis de cette des livrets? Il y avait une question du 44 de Frédéric qui demande comment tu gères les compétences transversales sur le livret apprenant. Alors, les compétences transversales, elles apparaissent sur le livret apprenant, mais très clairement, c'est la partie de compétences. Comme elles sont tout le temps permanentes, elles coiffent tout. En plus, on fait beaucoup de multiples domaines d'activité en simultané, tout. C'est quelque chose qu'on réfléchit, qui se corrige au fur et à mesure avec les FORAC, mais qui apparaît dans le cadre des petites annotations dans le livret. Après, la validation en cours d'acquisition ou acquis des compétences transversales, c'est vraiment à la fin par rapport à la globalité de la formation que ça se fait. Tu vois, c'est mis de côté, on les coiffe, hein, la réflexivité, l'entretien du matériel dans les fiches d'évaluation critériée. On a aussi des parties compétences transversales dans nos fiches de suivi. Après chaque MSP, il y a une partie sur le matériel, reconditionnement, prise en charge du matériel. Il y a une partie sur
des notions un peu plus d'attitude, il y a quelques notions de sécurité. On a mixé entre le livret apprenant, quelque chose qui se fait à la fin, et les fiches de suivi, on a pris celles qui me semblaient un peu plus observables sur toutes les mises en situation, de manière à avoir une approche dessus. Ok, bien, merci beaucoup. J'avais une question du 1037. Est-ce qu'on pourra avoir les slides? Donc, je mettrai les slides des différents intervenants à disposition, bien entendu, dans l'espace RIOF. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice Riquert du 1044 concernant la… Oui, Anthony, tu voulais rajouter quelque chose? Dans les partages des RIOFE sur ceux du 10-13, il y a les RIOFE, mais pour le Chirac tout engin, j'ai été plus loin, j'ai mis ces documents-là, les réels, en annexe, et j'ai mis ce petit memento, il est aussi dessus. S'il y en a pour choper en direct, c'est pas un problème. Merci beaucoup Anthony pour tous ces partages. Et puis donc je vais laisser la parole à Fabrice Riquert du 1044 qui va témoigner également de la mise en œuvre dans le 1044. Fabrice, est-ce que tu es avec nous? Oui, Paul, je suis avec vous, mais j'ai un écran noir, donc je vous entends très bien, mais j'ai pas de partage de PowerPoint. Alors, heureusement que j'ai lu les RIOF du 10-13 et que je connaissais déjà un petit peu la démarche de Benoît, j'ai bien compris où ils en étaient. Est-ce que moi, je peux essayer de partager mon document? Je le fais si tu veux, Fabrice. Alors, je t'ai envoyé une deuxième version. Hein, c'est celle-là que j'ai. Super. Est-ce que tu vois bien? Alors, moi, je le vois pas, donc je vais être un peu à l'aveugle, mais… Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien le slide du 1044 à l'écran? Oui, on les voit bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux aller à la deuxième, alors, s'il te plaît, Paul? Je vais le regarder sur… Alors, on a deux approches de l'évaluation, par accumulation, par niveau. Super. Donc moi, je vais aller un petit peu dans la continuité des deux premières présentations qu'on a pu voir juste auparavant, avec peut-être une sémantique légèrement différente. Ce que je vous montre là à l'écran, c'est que pour l'instant, nous on travaille avec deux approches de l'évaluation. Une où on vient mettre des indicateurs de réussite sur chaque compétence, comme c'est un peu demandé dans les RNE. C'est l'approche réglementaire, une réponse au cadre réglementaire, sur laquelle, pour le moment, on ne bouge pas. William Weiss l'a bien rappelé, que des fois, on vient regarder un petit peu comment les modalités, comment ont été mises en place les modalités pour réaliser le diplôme. Pour autant, celle-là, moi… commence à m'ennuyer de plus en plus et me dérange, c'est qu'on vient rajouter des indicateurs sur des compétences qui sont intégrés à des blocs de compétences. Notre ERNAC vient les découper et les ciseler encore en habilité, en connaissance, en attitude, et on a même rajouté les savoir-agir. Bref, on est revenu un peu, enfin, pour moi, on est toujours sur une approche par accumulation, et une approche un peu par ajout, comme une brochette, et on est venu découper notre travail, en fait, comme on faisait auparavant en PPO. Moi, c'est un petit peu la représentation que j'en ai. On n'a pas tellement bougé que ça sur la question de l'évaluation, même si William le disait, on a une évolution de la maturité sur cette question, on vient la positionner dès le départ. Quand on reprend, alors ce schéma, vous le connaissez, la courbe de développement de Benoît, hein, je te l'ai emprunté avec les différents temps de la formation. Moi, ce qui m'intéresse, ce que Benoît appelle les échelles de développement, moi, je les appelle des niveaux comme les appelle Pierre Pastré. C'est un peu là, je reviens sur les citations de Benoît. Pierre Pastré parle de niveau d'abstraction et de niveau de développement de compétences, et on le retrouve aussi dans Tardif, qui parle un peu, lui, de processus de développement cognitif. C'est un moment, qu'est-ce qui nous permet de dire que notre apprenant est passé d'un rond à un autre pendant la formation? Qu'est-ce qui lui fait faire ce saut qualitatif? Ce que nous disait un peu le déclic dont parlait Laurent dans le fil de discussion. Et moi, ces niveaux-là, on commence à se dire, ça nous intéresse aussi de travailler par niveau de développement de compétences. Par contre, ces niveaux, on les met, c'est là où j'avais une petite lecture différente de Benoît sur Pastré, on les met justement en lien avec les situations de travail, et Pastré, lui, définissait trois classes de situation, 3 niveaux de situation de travail.
la situation simple, la situation dérivée, la situation complexe, que je vais retrouver un peu dans le SDIS 13. Et un petit peu, ces niveaux de développement, c'est le premier, c'est notre apprenant, c'est gérer des situations simples, et c'est son premier niveau. Et là, on peut dire, nous, c'est le ticket d'entrée, c'est là, on vient nous mettre notre niveau. Ok, on peut faire le diplôme. Après, on va un peu plus loin en compliquant la situation, mais ça demande de s'entendre sur les problèmes de la situation et que les formateurs s'entendent sur ce qui vient la complexifier. Donc on est sur cette situation et j'ai mis en troisième la mesure de l'autonomie. C'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous voyez notre fameuse ZPD de Vygotsky, où on se dit oui, il faut un niveau que l'apprenant peut atteindre avec un formateur. Pour autant, borner cette affaire, c'est pas simple. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que là, la situation dans laquelle je le mets, c'est une situation, normalement, il devrait réussir à s'en sortir avec l'accompagnement d'un formateur. Et nous, on vient placer le niveau de l'autonomie, la mesure de l'autonomie ici. C'est qu'on part du principe où il vaut mieux quand même que la situation soit un peu plus compliquée pour lui, ça sera une situation qui potentiellement développera des compétences. Par contre, il n'est pas prévu qu'on le noie dans la situation. Si elle est trop compliquée pour lui, on a prévu des petits cailloux pour justement l'amener à s'en sortir dans cette situation. Et en fait, le nombre d'ingrédients qu'on va injecter dans la situation pour l'aider à s'en sortir, ça nous permettra d'avoir une mesure de l'autonomie. J'entends par là, c'est sur du SAP, ça sera peut-être un échange avec le médecin régulateur, ou ça sera un échange avec un coup de fil avec un autre chef d'agré, ou un équipier qui a déjà vécu la situation, qui donne un conseil. Ça pourrait être, nous, ce qu'on appelle un espace de diagnostic. Ce que vous faites à l'ENSOP, c'est un moment où on dit arrêt sur image. C'est un moment où on a besoin de leur laisser un temps de réflexion. Et toutes ces choses-là viennent nous donner des indices, des indicateurs sur l'autonomie de notre apprenant dans la situation. Alors, je vais vous donner un exemple un petit peu. Alors, cette évaluation par niveau, nous, on commence à la tester sur les sous-offres de garde, parce que c'est un espace sur lequel je peux expérimenter. Comme l'a dit William, on peut faire de la FEST, c'est une formation d'encadrement, c'est une évaluation formative. Je viens expérimenter un petit peu ce travail-là. Si Paul, tu veux bien... On est sur la slide des compétences en relation avec la situation de travail, notamment sur la gestion du potentiel de garde, avec les concepts organisateurs et les classes de situation. Super. Donc, comme dit Benoît, on a parlé, il a fait ce travail-là sur les chefs de groupe. À un moment, il faut s'entendre sur ce qui fait situation dans les différents emplois. Le sous-offre de garde, la situation de référence, c'est la gestion du potentiel de garde. Alors, celle-là, on va la trouver un peu dans les référentiels, on va la trouver sur le terrain, mais on était d'accord pour dire que rien derrière ça, on arrive à combiner toutes les compétences du RNAC, nous, avec cette situation d'apprentissage. Donc là, on vient nous mettre un petit peu d'analyse d'activité pour essayer de comprendre ce qui vient compliquer la vie de notre sous-offre de garde dans son travail. Donc ça correspond à la colonne concept organisateur, où on voit ce qu'il préoccupe dans son raisonnement tout au long de son activité, c'est qu'il doit gérer le seuil et il doit gérer la relation. On entend par là, le seuil, c'est qu'il a un effectif minimum à gérer, un effectif opérationnel de permanence, et il doit s'arranger pour toujours être à minima à celui-là ou voire au-dessus. Mais en même temps, il doit préserver la qualité de la relation de son équipe pour pouvoir travailler dans une ambiance sereine avec son équipe de garde. Donc en fait, la première classe de situation, c'est qu'on met ni en tension le seuil, ni en tension la relation. Et là, pour nous, c'est la situation simple, c'est le ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vient lui mettre des problèmes, il a un petit peu de marge sur son seuil, on lui met un blessé à la séance de sport, et ben là, en fait, il va appliquer les procédures. Il va aller chercher son dossier d'accident de travail, il va aller regarder la note, et il va appliquer simplement, gérer son problème en appliquant une procédure. C'est ce qu'on appelle, nous, un petit peu notre ticket d'entrée. On ne sait même pas si on peut parler de compétence, c'est qu'il commence, c'est son premier niveau, à avoir une capacité à appliquer la règle, un peu comme un chef d'équipe qui applique les règles du avant, pendant, après engagement. Il sait aussi utiliser son ARI, il a les habiletés, la situation est simple et il s'en sort. Donc nous, c'est notre premier niveau de développement de compétences. Et on peut faire le diplôme à partir de là. Dans notre parcours formation, nous, quand on voit que il commence à maîtriser un petit peu ce premier niveau, on vient le personnaliser en dérivant de la situation.
Là, on vient injecter un problème de seuil ou un problème de relation. Si on lui fait les mêmes événements alors qu'il n'avait pas de marge sur son équipe de garde, ça commence à se compliquer. C'est-à-dire qu'il va devoir mettre en place, comme disait le SDIS 13 un petit peu, des choses en plus pour s'en sortir. La procédure ne suffit plus. Il devra s'adapter par rapport, alors soit il centrera sur la règle quand ça suffit, soit il y aura peut-être des usages, soit il va mettre en place des arrangements, et ça, c'est les stratégies de la dernière colonne. Et il y aura aussi cette stratégie de rendre compte ou non à son chef de centre ou à sa hiérarchie par rapport au problème qui lui est posé. Et on vient aussi, quand on vient mettre des problèmes sur le seuil et la relation, c'est ce qu'on appelait le 3e niveau de développement dans les classes de situation, qui est critique. Là, des fois, on n'a pas le temps de les mettre, nous, dans un parcours de formation, et qui peuvent concerner, justement, on en a parlé un peu tout à l'heure, des situations qui intéresseraient plus les FMPA. Donc c'est un peu le travail, nous, le lien qu'on met entre une analyse de l'activité et des situations d'apprentissage qu'on vient complexifier pour voir un peu ces sauts qualitatifs de notre apprenant dans les situations de travail. Tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Paul? C'est bon? On y est, Fabrice. C'est un petit peu, donc on disait là, je disais les classes de situation comme référence de niveau de développement. Et en fait, Pastré, pour reprendre un peu les mots de Benoît, disait le premier, il peut être premier sur un concours de circonstances, ça peut être du mimétisme. Lui, il vient aussi compléter en disant que la personne compétente, c'est celle qui arrive à récupérer des situations dérivées. Celle qui a des capacités pour démarrer son ticket d'entrée, elle sait gérer les situations simples. Quand on vient lui dériver les situations et qu'elle arrive à s'en sortir, on peut commencer à parler de compétences. Je vous en ai parlé du regard de l'autonomie à travers le niveau d'accompagnement du formateur. Au plus il intervient, au moins notre apprenant est autonome. Il y a un exemple, une image qui était, je trouvais intéressante sur le développement des compétences. On retrouve beaucoup de représentations où le développement des compétences, c'est un escalier, c'est des échelles, c'est une roue des fois avec la taxonomie de Bloom. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un petit peu aussi plutôt une boule de flipper? C'est pas aussi simple que ça. Et la boule de flipper qui va un peu dans tous les sens, et à un moment, ça se met en place et on arrive à monter d'un cran à travers la situation de travail. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur ça. J'ai fait une petite synthèse sur la dernière slide en disant voilà, en fait ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous tire vers les niveaux de développement, c'est un peu la situation. Ce qu'on retrouve pas dans nos ERNAC, la situation. C'était un petit peu la pièce manquante. Pour moi, c'est pour ça qu'on les identifie comme le fait l'ENSAPS pour les chefs de groupe. Donc le dernier slide, c'est un exemple de grille d'évaluation formative. Nous aussi, on a mis ce RIOF là sur la plateforme APIS et on les retrouve dans les annexes. Tout ce que je vous ai présenté, vous le retrouvez dans les annexes du RIOF. Et on essaye un peu, nous, sur cette grille d'évaluation, d'un côté, de parler d'autonomie, sont un petit peu la première étape. L'apprenant ne comprend pas les problématiques de la situation, ne sait pas mobiliser les ressources nécessaires, il a subi la situation. Et au fur et à mesure, on le voit évoluer, il la comprend, mais il ne sait pas encore mobiliser exactement toutes les ressources pour la résoudre. Il commence à appliquer des procédures pour la résoudre, et l'apprenant comprend la situation, il sait s'adapter et anticiper les problématiques. Et ça nous intéresse fortement parce qu'on voit bien que tous les GODR, rapidement, je crois page 5 ou page 7, on a un petit encart jaune qui nous dit que la procédure maintenant c'est une doctrine et en aucun cas c'est la règle à appliquer pour s'en sortir dans toutes les situations, c'est le COS qui devra s'adapter à la situation. Et ça nous intéresse. Alors on a mis un acquis plus, nous, sans aller sur la question de est-ce qu'il faut les laisser, est-ce qu'il ne faut pas les laisser. Nous on en a rajouté un qui met du lien un peu avec la question des ressources humaines, c'est détecter les potentiels. Ceux qui arrivent au cours de nos parcours de formation, qui sont très courts, qui arrivent déjà à rapidement comprendre, à être à l'aise avec les situations simples, à qui on arrive déjà à dériver des situations et ils arrivent à s'en sortir, pour nous, c'est des gens sur lesquels il faut miser et encourager, notamment pour les volontaires, encourager à aller un peu plus loin après, aller aux chefs d'agrès si c'est des chefs d'équipe qu'on voit déjà avancer aussi vite dans leur niveau de développement. Donc, et ça met du lien aussi avec les compétences transversales. J'ai vu, je travaille avec lui, Frédéric Piester s'interrogeait en disant, on fait déjà
met en place des évaluations de compétences lors de nos crêpes, pourquoi on ne mettrait pas aussi du lien entre les deux avec les livrets de suivi de compétences et nos compétences transversales? Oui, pour moi, là, il y a un lien fort à mettre en place sur les compétences transversales et aussi, nous, la détection de gros potentiels dans les parcours, le pendant formation dans les parcours de formation. On retrouve aussi après, plutôt en ordonnée, les différentes situations dans lesquelles il est amené à marquer et à rencontrer, et on peut voir un petit peu une sorte de progression dans l'apprentissage. On voit s'il arrive à passer de l'encours d'acquisition à l'acquis ou l'acquis plus, et on voit sa progression un peu pédagogique à travers cette grille-là. Et effectivement, on se pose la même question que Laurent en disant s'il a à un moment, il n'a qu'une fois sur les situations un acquis, c'est une question sur laquelle on va venir délibérer lors du jury de délibération ou avec l'organisme de formation. On laisse la place au formateur de nous dire s'il faut prendre le relais avec un plan continu de développement de compétences ou si on peut tout de suite lui faire le diplôme à la fin de la formation. Voilà, c'était le travail sur lequel nous, on est en train de s'expérimenter sur les formations où l'évaluation est formative. Bien, merci beaucoup Fabrice. Alors j'ai une petite réflexion de Benoît dans le chat sur les notions de simple, dérivé, complexe. Est-ce que une petite réflexion, est-ce que ça peut mettre en difficulté l'apprenant d'appeler comme ça, notamment s'il n'arrive pas à résoudre des situations dites simples? Oui. Alors là, moi, c'est là où j'ai une vision légèrement différente. J'entends bien qu'il faut associer l'apprenant dans une posture réflexive, dans la construction de son parcours de formation. Pour autant, j'y mets une petite limite, c'est qu'à un moment, lui ne connaît pas tous les problèmes qu'on rencontre dans l'activité opérationnelle. Et c'est à nous de prendre la main pour le placer dans des situations dérivées et critiques, parce que ça, il peut même pas les imaginer, lui, à son début de parcours. Je ne pense pas. Et c'est là où moi, je mets des limites dans son association. À un moment, en fin de parcours, il faut que le formateur prenne la main par rapport aux problèmes opérationnels qu'on rencontre et que je ne pense pas que l'apprenant puisse les imaginer, lui, encore à ce moment-là de son parcours professionnel. D'autre part, pour aller dans le sens de la question de Benoît aussi, est-ce que simple veut forcément dire facile? Parce qu'en fait, tu parles toi d'application de la procédure, mais ce qui ne veut pas dire forcément que les situations sont faciles, non? Alors, effectivement, pour lui, ça ne sera pas simple. Les classes de situation sont le modèle que je vous présente, c'est un modèle pour les concepteurs et les formateurs. C'est le modèle qui est défini par rapport à l'activité réelle sur le terrain. On se dit, voilà, ces situations simples, pour nous, à un moment, avec la règle, on s'en sort, c'est une question de procédure. Il y a presque pour nous, on est sur des automatismes, il y a même la réflexion est très minime dans ce niveau-là. Quand on commence à rentrer des problèmes, le raisonnement prend toute sa place. Vous voyez, c'est un petit peu là où on le met dans l'analyse d'activité. Très bien, merci. Et puis dernière question, parce que je suis désolé, hein, il y a quelques questions, mais le temps file et puis on a encore une intervenante, Christelle, qui va intervenir juste après. L'intérêt de situation de référence, c'est un collègue à toi, je pense, Sébastien, qui note cet intérêt-là de créer des situations de référence. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux? Alors, les situations de référence, c'est ce qu'avait évoqué Benoît, il en a défini 8 pour les chefs de groupe. C'est à un moment, on a, je pense, les formateurs ont un modèle implicite pour construire leur parcours de formation. Il faut bien enchaîner les mises en situation professionnelle. Pour autant, on se doit, nous, d'essayer de leur faire rencontrer toutes les situations qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Et si on n'a pas en tête un petit peu un listing, j'en avais vu dans des RIOF qui commençaient à les réaliser, un petit peu en tête un listing des situations de référence, on peut avoir des trous dans la raquette et on peut passer à côté de certains apprentissages. Elle est là l'idée de s'assurer
entre professionnels, parce que la liste, elle n'est pas faite par les formateurs, elle est définie avec les professionnels. Hein. La communauté professionnelle les définit. Est-ce que, par exemple, c'est une question que je peux renvoyer à Benoît, hein, qui a défini les 8 situations de travail de référence des chefs de groupe? Est-ce qu'il y a eu un groupe de travail avec les SDIS? Est-ce qu'il y a eu une analyse de l'activité dans différents SDIS pour se mettre d'accord sur ces 8 situations-là? C'est un travail, mais c'est un débat passionnant. C'est un débat passionnant. Et pour répondre à Benoît aussi, pour moi, on ne dit pas à l'apprenant qu'il est dans une situation simple, dérivée ou complexe. On lui dit qu'il est dans une mise en situation professionnelle. Effectivement, si on dit qu'il est dans une simple et qu'il galère, ça peut le troubler. Mais le modèle que je vous présente est bien un modèle de formateur. C'est un modèle de pilotage de parcours de formation. Il est juste là pour ça. Il est pour nous aider à construire le parcours de formation avec lui, certes, mais une fois, comme je disais, qu'il arrive à peu près à s'en sortir, ce modèle-là, il est là pour le préparer au mieux au terrain, pour le préparer aux situations qu'il va rencontrer demain et qui vont sortir un petit peu plus de la complexité. Il y a une question intéressante d'Anthony, parce que je voulais lui poser, et je lui ai posé, mais on n'a pas eu le temps d'y répondre, et il me renvoie la question. Il dit, mais est-ce que les situations simples, ça ne suffit pas? Une simplification ne suffit pas. C'est toute la question de ce que disait William en introduction, c'est l'interprétation par les formateurs du niveau attendu par le RNAC. Nous, on a pris le parti de, une fois qu'il connaît les règles, il sait appliquer les règles et les procédures, il a les techniques. Pour nous, c'est un bon début. Ça s'arrête pas là, mais pour nous, on peut le mettre, on peut le mettre à suivre. Et l'intérêt de la démarche, c'est que justement, on a parlé de FMA et on voit la formation dans toute son extension. Il y a d'autres rendez-vous après pour continuer. Il y a la FMPA. Et à un moment, on redouble souvent FMPA, mais peut-être qu'on peut les mettre dans des situations où on leur complique un peu la vie. Moi, la question que je posais à Anthony, c'était est-ce qu'il a le temps de compliquer est-ce qu'il attend de compliquer les situations dans les parcours de formation? Si je reprends l'exemple de Benoît, 8 situations de chef de groupe. Ça veut dire que si on veut toutes leur faire jouer les situations, notre stagiaire, il doit au moins jouer 8 situations sur le plateau technique. La question que je renvoie à Benoît, c'est est-ce qu'il va bien avoir au moins 8 situations dans son parcours sur le plateau technique? Est-ce qu'il va toutes les voir? Comment c'est piloté? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'il ne va pas voir et on dira il les verra plus tard? Alors, juste pour répondre à ce point-là, en fait, on envisage différents moyens de le mettre en situation, mais l'objectif, c'est qu'il soit bien mis en situation sur les 8 typologies de situation, dont sur le plateau technique, dont probablement en SDIS, dont probablement certaines à l'aide de l'environnement virtuel. Voilà, et je renvoie donc là, par rapport à ça, moi je renvoie souvent, je prends l'exemple du chef d'agré VTU par rapport à la question de mon collègue du SDIS 44. Le chef d'agré VTU, on est sur des parcours formation très courts, 2 à 3 jours souvent et nous on a identifié 7 situations de travail de référence et on se rend compte que il n'a même pas le temps on n'a même pas le temps de lui faire rencontrer tout ça, que si possible, ça serait bien qu'il le voit jouer par un de ses collègues pour qu'on puisse, à travers l'analyse de pratique, discuter de cette situation-là. Mais on en est là, nous, à compter un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'avant de leur compliquer un peu la situation de travail, on manque un peu de temps. Très bien, merci beaucoup, merci à tous pour ces interventions-là qui viennent finalement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte qui viennent se rejoindre, hein, notamment sur on parle de degré de développement de compétences ou de niveau de développement de compétences et en jouant sur à la fois l'autonomie, l'aspect de l'autonomie et la complexité de la situation, hein, les complexités de situation vont venir donner des indications sur le degré de compétence. On a également cette évaluation tournée sur la performance avec peut-être des pistes où peut-être le disait Benoît, peut-être qu'on ira peut-être un petit peu moins dans le futur sur la performance, peut-être qu'on viendra élargir un petit peu les choses. Et puis également cette notion d'acquisition, acquis, non acquis, ou en cours d'acquisition qui
peut-être à l'avenir pourrait s'orienter vers ce parcours de développement de compétences. Voilà pour l'aspect, en tout cas, d'évaluation des apprentissages ou des performances ou des savoirs agir. Maintenant, je vais laisser la parole à Christelle Chauffrias, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation, qui va intervenir sur la partie, alors là, toujours de l'évaluation, mais cette fois-ci de l'évaluation des dispositifs, puisque c'est une partie intégrante de nos RIOF, qui est dans le cadre de l'amélioration continue des dispositifs de formation. Alors Christelle, est-ce que tu es avec nous? On voit pas j'ai activé la vidéo, mais apparemment oui, je pas te la vois. caméra. Moi, je te vois, Christelle, et je t'entends bien. Très bien, parfait. Du coup, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis doctorante au SDIS 31 depuis mai 2018. Je suis sous convention CIFRE, c'est une convention qui permet d'être salarié au SDIS 31 et en même temps d'être doctorante au sein de mon laboratoire de recherche. Du coup, je vous ai préparé donc une petite présentation puisque il nous a été confié l'élaboration du référentiel d'évaluation du dispositif de formation. Donc, ce des RIOF dans la partie amélioration continue de la formation. Alors, je vais partager mon écran. Paul, excuse-moi, comment je fais pour partager mon écran? Alors, tu as une petite main en bas à gauche. Ouais. À gauche de la main, tu as un écran. Il faut cliquer là-dessus. Ah oui. Voilà. Ah, apparemment, ça ne veut pas. Ça a partagé mon écran là ou non? Non, là pour le moment, tu n'as pas l'écran partagé, Christiane. D'accord. Alors si tu veux, tu peux commencer et puis m'envoyer le slide. Ouais, alors, je Par t'envoie mail. ça. Ouais. Hop, excusez-moi. Hop. Voilà, je viens de te l'envoyer, Paul. Ok, tu peux commencer, Christelle. Alors, donc du coup, ce que je vous propose à travers cette présentation, c'est de reprendre rapidement le projet dans lequel s'inscrit ce que nous avons produit pour la partie RIOF, amélioration continue de la formation. Faire un petit point sur la méthodologie qu'on a appliquée pour le réaliser. Et puis après, vous présenter les résultats. Donc, j'ai fait une synthèse très rapide sur les apports des différentes enquêtes qu'on a pu mener. Et pour finalement vous présenter vraiment le référentiel d'évaluation qu'on a soumis à l'équipe du groupement formation. Donc moi, je réalise une recherche intervention évaluative. Donc en fait, c'est une démarche participative d'accompagnement du changement. Elle a deux objectifs, celle d'accompagner le changement au SDIS 31 en coévaluant leur système de formation pour accompagner tous ces changements au sein de la formation. Et après, une visée plutôt scientifique qui est celle de produire des connaissances sur les processus évaluatifs. La participation de cette démarche, elle prend forme au sein du comité de pilotage qui régule et supervise l'évaluation que nous mettons en place. Donc, dans ce comité de pilotage, il y a des chefs de groupement. Il y avait William Weiss qui était là ce matin. Et ensuite, la deuxième instance, c'est le groupe de travail. Et donc là, c'est un groupe de travail, on est 7. Il y a non pas autant, mais il y a des professionnels, des volontaires, de toutes fonctions, toutes les fonctions. Et on travaille ensemble autour de l'élaboration, de l'évaluation, de la formation.
là, l'objectif aujourd'hui, du coup, c'était vraiment de vous montrer comment on a élaboré la partie amélioration continue de la formation, le référentiel d'évaluation. Je ne sais pas si tu as pu le récupérer. Ah oui, bah parfait. Donc, par rapport à la méthodologie, le référentiel, il s'est appuyé sur 2 enquêtes. Une enquête qualitative qui portait sur vraiment, c'était le diagnostic en fait du système de formation. Donc, pour le réaliser, on a mené 21 entretiens semi-directifs auprès de différentes personnes qui agissent d'une manière différente dans le dispositif, donc des concepteurs, des officiers de garde, des formateurs accompagnateurs, des apprenants, des conseillers techniques. Voilà, on a essayé de brasser un maximum de personnes. Et ces entretiens ont été tous retranscrits et ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. Donc voilà pour cette première enquête. Dans un deuxième temps, on a mené une enquête, donc là quantitative, qui était plus importante en termes d'échelle, hein, puisque là, on passe de 21 entretiens à 475 questionnaires. Là, l'idée, c'était d'interroger l'identité professionnelle des sapeurs-pompiers. Du coup, on a fait circuler un questionnaire qui interrogeait les valeurs et les pratiques sur lesquelles les répondants devaient dire si, par exemple, être honnête, c'est très important, connaître ses techniques opérationnelles, c'est pas du tout important ou très important. Voilà, il y avait 42 affirmations sur ça. On a eu 475 retours, donc 475 questionnaires traités qui ont fait l'objet voilà, d'un traitement d'analyse statistique, qui est le test du Qui2, la CHD, qui est la classification hiérarchique descendante, et l'AFC, qui est l'analyse factorielle des correspondances. Je reviendrai très brièvement tout à l'heure dessus. Et donc tout ça, on l'a analysé avec le groupe de travail qui s'appelle EasyFor 31. Donc, par rapport à la synthèse des apports de ces enquêtes. Donc d'abord, il y a le diagnostic. Donc cette partie-là a vraiment permis de mettre en lumière les objectifs de la formation quand elle est de type FI-FAE. On en retrouve 3, dont enfin, vous en avez parlé tout au long de cette réunion. C'est l'efficacité. L'idée, c'est de former un sapeur-pompier qui va être efficace en intervention et dans ses nouvelles fonctions. L'autonomie, donc que là, ça avait été beaucoup pointé à travers l'enjeu de la réflexivité, qui se développe beaucoup en formation. Et enfin, un troisième objectif, c'est celui de la socialisation professionnelle, donc l'intégration au corps professionnel, mais aussi voilà, à son niveau, aux nouvelles fonctions qu'il a à faire. Donc, voilà pour la partie diagnostic. Ensuite, donc, concernant l'enquête plutôt quantitative par questionnaire, on a pu dégager les valeurs et les pratiques considérées comme les plus importantes. Donc d'abord, les valeurs personnelles, l'honnêteté, la loyauté, la rigueur, qui sont ressorties comme très importantes. Ensuite, on retrouve des valeurs sociales qui sont liées à la communauté, avec l'esprit de cohésion, de solidarité, de respect des autres sapeurs-pompiers, mais aussi tourner vers les victimes, c'est-à-dire être attentif aux personnes secourues. Ça fait partie des phrases, pareil, des plus importantes de toutes celles qui ont été listées. Et ensuite, on retrouve 2 types de pratiques, des pratiques qui sont liées à l'intervention, avec la maîtrise des techniques opérationnelles, la coordination avec l'équipe d'intervention, le fait de faire son maximum en opération, et une pratique de type réglementaire, donc liée vraiment à la réglementation, et qui concerne la discrétion professionnelle. Donc ça, c'était un peu notre premier niveau d'analyse. On a poursuivi donc, en faisant le test du Qui2, la CHD et l'AFC, énoncé tout à l'heure. En gros, là, ça analyse les correspondances entre les réponses et pour pouvoir les regrouper. Nous, par exemple, ça nous a permis de dégager 3 profils types de sapeurs-pompiers qui, du coup, mettent en synergie un petit peu toutes les valeurs et les pratiques de manière différente selon le profil type. Donc, on retrouve le ou la pragmatique, pardon.
C'est le premier mercredi du mois. Ouais, voilà, c'est ça. Le ou la pragmatique, donc c'est qu'on a défini comme le ou la sapeur-pompier MacGyver en rapport avec cette question-là de débrouillardise, d'arriver sur le terrain, de trouver des solutions pour faire son maximum justement en intervention. Donc voilà, là en gros, ça met beaucoup en avant l'efficacité opérationnelle. Ensuite, on retrouve le ou la communautaire, qu'on a défini un peu comme le ou la sapeur-pompier Jedi. Là, c'est vraiment le sentiment d'appartenance au corps professionnel, l'esprit du collectif qui ressort très important au sein de ce profil-là. Ensuite, on a, et enfin, le ou la coordinateur, coordinatrice. On a apparenté à elle ou la SP professeur en référence à la Casa del Papel. Donc ça, c'est une figure qui cherche vraiment à rassembler les sapeurs-pompiers, à impulser une dynamique. Nous, on l'a défini comme personne moteur au sein d'une équipe. C'est celui aussi qui coordonne les individualités. Ça fait un petit peu penser à l'image du chef d'agré dont parlait tout à l'heure William Weiss, quand il disait que finalement, chef d'agré, il y avait chef, donc l'idée de manager et de formateur. C'est un petit peu ce profil-là voilà, qui ressort ici. Donc, ces trois profils types, finalement, ça nous permet d'identifier trois facettes du métier et d'activité de sapeur-pompier. Donc, tout ce qui est en lien avec l'opérationnel et son besoin d'efficacité, ce qui est en rapport avec la communauté, le collectif, et donc le besoin de s'y sentir appartenir, et le hors intervention et le besoin de gérer, rythmer ces temps-là. Donc, nous, c'est vraiment à partir de ces éléments-là que nous avons élaboré le référentiel d'évaluation. En fait, quand on évalue, il convient dans un premier temps de connaître les intentions du dispositif de formation, c'est-à-dire ce pourquoi il est conçu. Nous, ça, on le définit, on les a définis, ces intentions-là, à partir de ces enquêtes-là. Donc, en fait, autrement dit, nous, on s'appuie spécifiquement sur les acteurs de la formation et sur les sapeurs-pompiers en général pour définir pourquoi la formation doit être conçue. Donc voilà, donc on en a retenu 4 concernant la FI-FAE. Donc la formation est conçue pour permettre aux futurs formés de s'adapter à leur futur opérationnel, fonction opérationnelle, pardon, développer des compétences transverses favorisant leur autonomie, pour participer aussi à la construction identitaire et développer leur sentiment d'appartenance au corps, et pour accompagner les sapeurs-pompiers dans le développement des compétences liées à la mise en place de projets, activités, actions au service du collectif sapeurs-pompiers. Donc voilà, de ces intentions, donc je t'ai envoyé un autre document, Paul, c'est vraiment la grille du coup d'évaluation en format Word. Parce qu'en fait, de ces intentions, on en a défini du coup des objectifs d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a ces intentions, comment on va faire pour évaluer, qu'est-ce qu'on va aller évaluer pour rendre compte de l'atteinte ou pas de ces intentions. Et donc là, Paul, c'est la deuxième page. Merci beaucoup. Ah, et si tu peux du coup dézoomer un tout petit peu. Parfait. Du coup, voilà, dans la première colonne, vous avez la question des intentions de la formation. Donc, bon, moi, je vous en ai listé 4, mais il y en a une qui peut être rassemblée avec une autre, c'est ce qui apparaît là dans le document. De ces intentions, du coup, pour rendre compte de l'atteinte de ces intentions, il faudrait connaître le sentiment d'aptitude du sapeur-pompier, donc pour chacune des compétences qu'il doit maîtriser, ou en tout cas même le minimum qu'il doit maîtriser pour ces nouvelles fonctions. L'utilité opérationnelle des compétences, on l'a vu, la question de l'utilité et de l'efficacité est quand même ressortie assez importante. Le pouvoir d'agir du sapeur-pompier dans sa nouvelle fonction, le sentiment d'intégration du sapeur-pompier à sa nouvelle fonction et son pouvoir d'agir sur les temps hors intervention. En fait,
la question du pouvoir d'agir, c'est un peu la question de l'autonomie, de lui-même être capable de. Pour évaluer ça, on a pensé l'évaluation en 2 temps. Une évaluation à chaud qui aurait lieu à l'issue de la formation, le dernier jour par exemple. Donc voilà, qui comporterait 3 questions. Donc les compétences travaillées en formation. Donc là, l'idée c'est de reprendre chacune des compétences ou blocs de compétences et demander, voilà, cette compétence a-t-elle été vue lors de votre formation? Quelle place elle a occupée? Donc, est-ce qu'elle a été rapidement évoquée ou est-ce qu'elle a fait l'objet d'un travail en profondeur? Et le sentiment de maîtrise de cette compétence. Donc, à l'issue de cette formation, vous sentez-vous apte à sécuriser une zone d'intervention, par exemple, si la compétence est celle-là. Et répéter ces 3 questions à chaque fois pour chacune des compétences. Ce qui peut parfois rendre l'évaluation un peu longue, une vingtaine de minutes, il faut compter 20-30 minutes selon le nombre de compétences. Et enfin, une évaluation à froid, donc là, elle pourrait avoir lieu 6 mois ou 1 an après, pour essayer voilà, d'estimer l'utilité opérationnelle des compétences et le pouvoir d'agir du sapeur-pompier 1 an après. Voilà, est-ce qu'il se sent capable d'assurer les missions opérationnelles pour lesquelles il a été formé? Ça peut permettre de voir voilà, comment il se situe 1 an après. Le sentiment d'intégration, voilà, s'il se sent bien intégré ou pas dans sa nouvelle fonction, dans le corps sapeur-pompier. Et la capacité du jeune formé à mettre en œuvre des projets et actions. Donc, en dehors des interventions, voilà, est-ce qu'il est armé, finalement, pour mettre en place toutes sortes d'actions qui puissent permettre de dynamiser, finalement, l'équipe de garde, par exemple. Voilà, là, l'objectif, après, dans le retour de ces questionnaires, ça va être vraiment, voilà, essayer de voir quelles sont les compétences. Ça permet d'avoir un visu pour le responsable pédagogique et même pour l'école en général, avoir un visu des formations qui sont les plus développées en formation, celles qui sont le plus utilisées en opérationnel, permettre de voir, bon, ben, finalement, lesquelles mériteraient d'avoir un petit peu plus de place. Et voilà. Globalement, ça permettrait de faire des points qui puissent, du coup, derrière, permettre de réajuster les référentiels de formation. Voilà. Bien, merci beaucoup Christelle pour cette présentation. Est-ce qu'il y avait des questions dans l'Assemblée? Je vois pas de main levée pour le moment. Donc Christelle, ce que je propose, c'est qu'on mette pareil en partage dans l'espace RIOF les référentiels d'évaluation. Oui. Voilà. Donc, de façon à ce que ce qu'on vient de vous présenter là dans la dernière partie puisse vous ayez le temps de le lire pour ceux que ça intéressera. J'avais une petite question, Christelle. Oui. Comment penses-tu, du coup, de ton point de vue, on est sur chaque formation un questionnaire qui va être différent puisque c'est pas forcément les mêmes compétences qui vont être mobilisées. Et comment penses-tu que ça puisse venir influencer justement le référentiel de compétences? Comment ça va interagir les deux, à la fois l'évaluation du dispositif et le référentiel de compétences? Parce que du coup, bon, donc l'ingénierie est donc au niveau départemental. Et si par exemple, j'avais déjà mené du coup cette enquête auprès de certains formés, et ça peut permettre de mettre en évidence qu'une compétence est vraiment très utile et mobilisée en intervention, que finalement, une fois les fonctions prises, cette compétence est énormément utile. Et finalement, voir qu'en formation, elle
elle n'est pas beaucoup travaillée et que si ça se ressent comme un manque, parce que ça peut ne pas l'être non plus, ça peut permettre de revoir l'organisation de la formation en se disant finalement cette compétence est particulièrement utile. Peut-être qu'elle mériterait un peu plus de place au sein de la formation et vice-versa. Ça peut permettre aussi de faire remonter des compétences nouvelles que les sapeurs-pompiers mobilisent en intervention, pardon. Et du coup, ça peut permettre en croisant plusieurs, par exemple, on peut prendre la FAE, chef d'agré, une équipe, et sur un an, analyser tous ces questionnaires pour voir finalement s'il y a des écarts importants qui, du coup, invitent à modifier un petit peu le référentiel en se disant finalement, on voit bien que sur les 1 an, telle compétence est vraiment importante, comment on peut l'intégrer au mieux dans la formation. Très bien. Et puis dans le ZIS-13, ils ont précisé qu'ils ont identifié certaines compétences qu'ils appellent socles. Ah oui. En fonction des formations. Mais très bien, cela vient aussi en complément de l'analyse de l'activité qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises là également. L'évaluation des dispositifs. Voilà. Bien, merci beaucoup en tout cas pour. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Merci à tout le monde pour votre présence. Désolé si on a débordé un petit peu sur l'horaire imparti. C'était vraiment passionnant, très intéressant. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine visioconférence sur une autre thématique. À bientôt, bon appétit. Merci, à bientôt, à plus, au revoir tout le monde. Merci, au revoir.